colonel de l'armée israélienne il a dit on va taper cette fois et on va taper fort. Ça veut dire que les mecs, ils sont décidés à frapper cette fois-ci aussi. Parce que là, 180 missiles balistiques et qui ont frappé, parce que d'habitude, ils sont interceptés, bon, c'est une chose. Mais là, 180 missiles qui ont, sur 180, même s'il y en a 80 qui ont tapé, ça a tapé. Même s'il y en avait qu'un qui a tapé, ça a tapé. Ouais, Ça veut dire 400, 400. Non, mais On parle de c'est parce que 400. c'est pas le même système parce que en fait c'est pas le même système de Hmm. défense parce que ça c'est le Iron qui a fonctionné et l'Iron il est moins efficace parce que il y avait beaucoup plus de missiles qui ont été lancés par exactement. rapport le Iron il a moins Il le de missiles sature en fait. le, Il balance le plein de missiles pour que le saturer Dome. l'Iron Dome. Ouais. Voilà, en fait, ouais, donc ils sont différents les appareils pour les missiles et pour les roquettes, c'est complètement différent. Non, moi je voulais Sinon, revenir Abdul, juste tu par me laisses rapport vite à fait une l'hégémonie. minute après, parce qu'en fait, moi, je vais Vas-y, vite fait Ahmed. Vas-y, vas-y. Excusez-moi, assalamu alaikum. Déjà, je suis Allez. énervé là parce que le PSG perd 2-0, donc je suis très énervé. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me dis, euh, moi, je suis étonné en fait des frères de Ahlus Sunna en fait qui sont contents de ce que fait, plutôt de ce qu'est l'Iran. Qui a fondé le chiisme? Tout le monde est d'accord Abdallah pour ibn ça. Saba, normalement, il y en a qui le disent. Ok? Aujourd'hui, quand tu vois le Talmud et certaines fatawas justement de leur imam, il y a beaucoup de connotations. Moi, je pense, en fait, Mhm. moi, je pose la question, est-ce que ils seraient pas d'accord en fait pour faire du sacrifice de masse pour arriver à un projet commun par la suite? Est-ce que ce serait stupide ou pas? Oui, bien sûr, parce que le Dajjal, il va sortir de chez eux. Bah, Il va par sortir rapport des au texte qu'il y chiites. a, on est Et d'accord. C'est complètement logique. les deux, les deux, les deux attendent le Dajjal. Les Perses et les Juifs attendent le Dajjal. Et ils savent très bien d'où il va sortir. Donc, en réalité, il y a une alliance de circonstances pour des intérêts. Mais ils se battent pour l'hégémonie. C'est comme, par exemple, ces deux frères. C'est comme deux frères qui sont frères de sang, mais ils se bagarrent pour être celui qui est le plus fort des deux, tu vois. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils se disputent le pouvoir dans la région. Mais c'est pas forcément l'État sioniste, il peut pas afficher clairement sa domination par rapport aux pays sur les Arabes. Il peut pas montrer clairement sa domination. Mais dans les actes et dans les faits, on le voit très bien, la domination de l'État sioniste. On le voit très bien parce qu'il y a eu la destruction de tous les territoires autour de l'État sioniste. Et en même temps, les peu qui restent, qui détiennent leur trône et leur pouvoir, eh bien, on une alliance avec l'État sioniste parce qu'ils reconnaissent son hégémonie et sa puissance. Et, et de l'autre côté, les Perses ont pris le temps, on l'a bien vu le travail qu'il y a depuis des années pour avoir cette hégémonie dans toute la région. Ils ont travaillé l'Irak, ils ont travaillé la Syrie, ils ont travaillé le Liban, ils ont travaillé le Yémen. Le plus récent, c'est le Yémen. On a vu l'évolution des Houthis. Avant les Houthis, ils avaient une croyance. Moi, ils n'avaient pas la même croyance qu'ils ont maintenant. Maintenant, ils adhèrent complètement au rafidisme, très clairement. Parce qu'ils ont eu le soutien de l'Iran, un vrai soutien de l'Iran. Donc, ils ont accepté leur dogme. Bon, c'est une faiblesse de vouloir le pouvoir qui a fait que cela. Et il ne faut pas oublier que, comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas dans leur intérêt de faire la guerre. Parce que, en fait, l'Iran, son but, c'est de garder l'hégémonie. Et il a essayé de montrer patte blanche aux États-Unis, à la puissance impériale. Et il a vu qu'il a été rejeté par la puissance impériale. Et en attendant d'obtenir une protection qui est l'arme nucléaire, parce que c'est ça le projet, c'est d'avoir l'arme nucléaire pour être une espèce de bouclier. Quand tu as l'arme nucléaire, tu es intouchable. Tu changes de rang. Le pays change de niveau de puissance. Donc tu deviens respectable. Regardez rien que par rapport à la Corée du Nord. Personne ne touche la Corée du Nord parce qu'elle a la bombe nucléaire. Personne ne touche la Corée du Nord. Alors que ça ferait longtemps qu'elle serait balayée. Mais là, l'Iran cherche cela, cherche à obtenir l'arme nucléaire pour pouvoir imposer, pour être à son sommet de l'hégémonie. Et ça, l'État sioniste et les Américains ne le veulent pas. Donc, ils cherchent des prétextes, ils poussent l'Iran à montrer son vrai visage et à donner une occasion d'avoir des grosses représailles. Et je voulais revenir par rapport au Hezbollah Shaitan. Il faut comprendre une chose, le Hezbollah Shaitan, ce n'est pas la résistance. Le Hezbollah Shaitan, là, il est né de défendre sa terre. Et ça, c'est tout à fait normal. Toute population se constitue pour défendre sa terre. Le Hezbollah Shaitan, il est apparu pour défendre son territoire qui était envahi par d'abord l'État sioniste et après par la Syrie. Et la Syrie, elle est partie parce qu'il y avait quand même une alliance
Donc, ils ont accepté. Mais par contre, par l'État sioniste, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, ils se sont battus avec eux. Et c'est là qu'ils ont été créés. Mais il faut comprendre qu'ils sont devenus tellement puissants, ils sont tellement forts au Liban, que c'était plus dans son intérêt de faire la guerre avec l'État sioniste. Son intérêt, c'est de prendre le pouvoir au Liban. Donc, il devenait de plus en plus obèse. C'était pas dans son intérêt de faire la guerre, mais il s'en lançait quelquefois des roquettes. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est, comme on dit, c'est montrer ses muscles devant l'ennemi. Mais en fait, ça n'a pas de conséquences parce que finalement, il touche très peu d'habitants. C'est souvent autour des bases. Il n'y a pas grand-chose qui arrive. Et en réalité, comme il y a eu des découvertes de pétrole sur toute la côte méditerranéenne dans cette région-là, de Chypre jusqu'à d'Égypte, le triangle d'Égypte, Chypre et Turquie, et toute la côte là, et bien dans toute cette région, ils ont découvert du pétrole et du gaz. Et apparemment, la réserve qu'il y a dedans, et bien c'est aussi valable qu'à le Qatar. Donc, ils se disputaient l'hégémonie. Au début, là, depuis un certain temps, il y avait des contrats qui étaient signés, des arrangements par rapport aux frontières et tout. Et du coup, tout le monde s'arrangeait plus ou moins à son territoire, la zone qui pouvait exploiter le pétrole. Et d'ailleurs, il y a un problème avec Chypre et la Turquie par rapport à la zone de pétrole, donc ils se disputent un peu. Mais par contre, la région de Gaza a beaucoup de pétrole. C'est pour ça que l'État sioniste a... Ouais, du gaz et du pétrole, il y a les deux. C'est énorme ce qu'ils ont découvert. Et le Liban aussi a sa part. Et comme ils ont compris que, comme le Hezbollah avait une hégémonie, et bien c'est dans l'intérêt de l'État sioniste de faire chuter le Hezbollah. Et en même temps aussi les autres clans de la région du Liban, parce qu'il y a les chrétiens et il y a les sunnites. Et c'est dans leur intérêt de faire que le Hezbollah s'écroule, parce qu'il aurait l'hégémonie et il aurait la capacité, encore plus de puissance, s'il détenait ce pétrole. Et c'est pareil pour le Hamas à Gaza. Ils savaient très bien que le Hamas allait attaquer, parce qu'ils ont été avertis par l'Égypte et par d'autres pays. Ils ont été avertis qu'il y avait une attaque qui se préparait. Et eux-mêmes, ils l'ont vu très bien. Et en fait, je pense que Netanyahou a profité de l'occasion, comme par exemple le 11 septembre. Ils ont laissé faire, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui se préparait, et ils ont laissé faire parce que c'est dans leur intérêt. Il faut savoir une chose, les États sont cyniques. Quand c'est dans leur intérêt, ils laissent faire les choses. Par exemple, quand un attentat se prépare, si c'est dans leur intérêt, ils le laissent faire pour après faire des lois ou engranger une attaque. Et si c'est pas dans leur intérêt, eh bien, ils l'empêchent l'attentat. Ils savent très bien quand un attentat se prépare et ils savent comment réagir. Ils réagissent selon leur intérêt par rapport à l'attentat. Et c'est ce qui s'est passé avec le Hamas. Ils ont laissé faire parce que ça prépare le projet qu'ils ont de maintenant de faire le grand Israël, de soumettre toute la région. Et je voulais rajouter une chose. Faut arrêter avec cette propagande. Ils sont là pour défendre les sunnites, c'est les grands défenseurs de la cause sunnite, ils défendent les Palestiniens. L'Iran ne défend en aucun cas les Palestiniens. Ils en ont rien à foutre des Palestiniens. La seule chose que l'Iran défend, c'est ses intérêts, c'est l'Iran. C'est l'Iran et la grande... Ouais, ils sont un outil parmi les autres. Le Hamas en fait, le Hamas, quand il est né, il a été utilisé par l'État sioniste par rapport au Fatah. Il a été utilisé par l'État sioniste par rapport au Fatah parce que le Fatah était le pouvoir hégémonique chez les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Et comme ils étaient soutenus par les autres pays de l'ONU, eh bien, pour diviser le Fatah, eh bien, ils ont accepté et ils ont laissé faire et ils ont facilité que le Hamas devienne de plus en plus puissant. Alors qu'en même temps, le Hamas faisait des attentats souvent en Palestine occupée. Et donc, du coup, ils ont laissé faire devenir puissant dans Gaza. Et de là, qu'est-ce qu'ils ont... Voilà, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait un blocus, un embargo à Gaza. Ils ont laissé le Hamas prendre le pouvoir et ils ont continué à le financer, mais en laissant entrer de l'argent de la part du Qatar, mais sous le contrôle de l'État sioniste. Et en fait, ils ont étouffé. Ils les ont traités, franchement, c'est la prison à ciel ouvert, quoi. Tu ne pouvais pas sortir de là-bas. Quand ils voulaient faire des tests d'armement, tu vois, quand ils ont des nouveaux systèmes d'armement, eh bien, ils faisaient des tests à Gaza. À Gaza, c'était des cobayes, en fait. Gaza, c'était un territoire de cobayes. Ouais, le laboratoire de l'État sioniste, pour tout.
la façon d'emprisonner, de torturer, de bombarder, de massacrer, de nouveaux systèmes d'armes après qu'ils allaient vendre. Il faut savoir que quand par exemple, il y a un bombardement de Gaza, et bien tout de suite après, il y a je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs où il y a des réunions d'armement, des ventes d'armes, là, des Ouais. expositions d'armement. Et là, l'État sioniste présente ces nouveaux armements qu'il a utilisés à tester sur Gaza. Vous voyez, c'est ça la signature. Bah, Tester sur récemment, il Gaza, l'utilisait aussi tu sur la vois. Syrie, Tester sur sur, les. ouais, bien sûr. Mais la territoire où ils ont le plus utilisé, Ah, c'est c'est sur sûr. Gaza. Franchement, Gaza, miskin, voilà, ils ont été massacrés avec tout, depuis des années, ils ont testé tous leurs armements à Ouais, c'est Gaza, ça. tu vois. Et, euh, et en fait, très clairement, on voit très bien on voit très bien que là, maintenant, ils montrent clairement leur visage. Et leur projet, maintenant, ils ont plus honte de faire leur projet. Et là, ils passent étape par étape. À l'intérieur du pays, ils s'organisent pour pouvoir préparer les gens à faire, à préparer comme on dit, à faire, comme on dit, débarrasser de tous les Palestiniens qu'il y a dans le territoire. Tu vois, avec les suprémacistes qui sont au pouvoir, ils essaient de débarrasser le plus de Palestiniens dans le truc. Comme ça, après, ce sera beaucoup plus facile pour attaquer le dôme du rocher, pour pouvoir détruire le dôme du rocher, et en même temps enclencher la guerre dans toute la région pour affaiblir tous les pays de la région et soumettre complètement tous les pays de la région et et combattre le dernier hégémonie qui pourrait les combattre sérieusement, et bien les Perses. Donc en réalité, on voit très bien le truc. Là, c'est la vraie guerre d'hégémonie. Et après, Allah Alam, celui qui va gagner des deux hégémonies. Barakallahu fik. Colonel, tu voulais dire un mot ou pas? Colonel, parce que je vois que tout à l'heure, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, ouais, ils me rendent fou. Est-ce que tu voulais dire quelque chose sur la situation actuelle? Non, mais les gens, ils voient pas plus le bout que de leur nez, tu Ouais, vois. C'est comme Allah, il dit dans un verset du Coran, c'est pas là pour une haine d'un peuple que vous allez être injuste. Oui, on déteste cet ennemi-là, mais il faut pas, parce que tu détestes un ennemi, que tu vas t'allier avec celui qui combat, parce qu'en hmm, réalité, les deux nous hmm, combattent. Ils nous ont très clairement combattus. Et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en Irak, il ne hmm. faut pas oublier ce qui s'est passé en Syrie, il ne faut pas oublier ce qui se passe au Liban, les tortures, les viols et les massacres qu'il y a eu de musulmans. Et en réalité, quand tu regardes historiquement, qui a été le plus massacré? C'est qui a, Les gens, qui les a gens de été la vraiment Sunna, massacré les dans gens la de la région? Sunna, hein. C'est les sunnites et les gens de la Sunna. Mhm. C'est pas les chiites et c'est pas les houds qui ont été le plus combattus en réalité. L'axe de la résistance, qu'ils appellent l'axe de la résistance, il n'a pas vraiment attaqué le truc. Il y a juste du blabla. Mais la réalité, il a massacré des musulmans et il a une hégémonie que les États-Unis lui ont donnée. Il faut être pragmatique. Il faut arrêter de vous accrocher aux prétentions. Quand des gens vous prétendent des choses, il ne faut pas s'accrocher à ces prétentions. Il faudrait aller voir le concret, la réalité, ce qu'il y a sur le terrain, ce qui s'est passé sur le terrain. Et historiquement, sur le terrain, on voit très clairement que les deux blocs, occidentaux avec les sionistes et certains pays arabes, et l'autre côté, les Russes, les Chinois et les Iraniens, les deux blocs n'ont fait que combattre sans arrêt les musulmans. Et on fait que détruire la communauté musulmane pour pas qu'elle devienne une grande puissance dans la région. Parce qu'ils savent très bien que c'est eux le véritable grand ennemi. Mais par contre, ils s'arrangent pour combattre les musulmans, mais entre eux, ils se combattent pour des intérêts. Ils sont divisés pour des intérêts. Mais pour combattre les musulmans, ils se sont alliés, très clairement. Faut se rappeler ce qui s'est passé en Irak et au Cham. Ils se sont tous alliés pour combattre les musulmans dans cette région. Allahu Alam. Hmm. Il faut pas oublier, faut pas oublier avoir le discernement de l'objectif. Nous, on est des musulmans. On voit les choses sur le prisme de l'islam. Celui qui a l'objectif et l'intention d'instaurer une autorité islamique, c'est lui on doit suivre dans ses intentions. Et ceux qui ont des prétentions, au contraire, regardez les actes. Et les actes, on voit très clairement que c'est que du blabla. Bah, Allahu Alam. parce J'ai que, trop parlé là. Je vais me taire. parce que en vérité, ce qui est très triste dans toute cette affaire, c'est qu'on nous vend l'Iran comme une espèce de nouvelle divinité qui est intouchable, sous prétexte qu'elle attaque Israël et donc
tous ceux qui vont la critiquer, tous ceux qui vont la remettre en question, tous ceux qui vont remettre en question son hégémonie, sont considérés désormais comme des sahyouni, comme ils disent. Vous êtes des sionistes, vous êtes des sionistes, vous voulez pas la victoire des Gazaouis, pourquoi vous vous attaquez à l'Iran, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bah, moi, je suis très clair sur cette position. Je me dis, bon, tu as un pays qui est là depuis 75 ans, qui s'appelle Israël, qui a pris 15 kilomètres sur 50 de bande de Gaza, et tu as un autre qui s'appelle l'Iran, qui a pris 4 pays en l'espace de quelques années, qui a massacré 4 millions de musulmans sur ces territoires même pour avoir cette hégémonie. Je me dis, bon, lequel des deux est le plus violent, j'ai envie de te dire, lequel des deux est l'ennemi prioritaire? Un qui prend 30 km sur 50 en 75 ans, ou un autre qui prend 4 pays, qui te dit, en plus de ça, qui menace d'aller bombarder l'Arabie Saoudite pour aller prendre les lieux saints de Médine et la Mecque, qui menace la Jordanie, qui menace les Émiratis. En vrai, ils veulent prendre tous les pays arabes. En fait, on est en train de vivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba ont vécu à l'époque des Perses, où les Perses voulaient l'hégémonie dans la région, et les seuls qui les ont arrêtés, c'était à l'époque, c'était les Romains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la sourate Les Romains, du premier au deuxième jusqu'au quatrième verset, Allah, il parle d'eux, dans les premiers versets. Donc, Ouais, en fait, c'est exactement, on vit la même situation qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait les deux blocs, les deux puissances, l'Empire romain et l'Empire exactement. perse, qui voulaient contrôler, qui voulaient avoir l'hégémonie dans toute la région, et ils se sont combattus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé à leur Non. bataille, mais par contre, a considéré que les Romains étaient plus proches de nous, mais a choisi à laisser faire Voilà, qu'ils soient exactement. affaiblis pour après les combattre, Ben, les deux. Et il les a combattus les deux, ils ont dominé la région. exactement. Ben, les versets sont clairs, hein, c'est Alif Lamim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, c'est-à-dire le Cham, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et à ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, il est le tout-puissant, le tout-miséricordieux. C'est la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ces 6 versets-là ont été révélés typiquement dans un contexte de guerre entre la Perse et les Romains. Et les Sahaba de l'époque se sont réjouis, comme a dit le funambule, que les Romains ont eu le dessus sur les Perses. Au jour d'aujourd'hui, on a des musulmans qui se disent sunnites, qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui soi-disant aiment la sunna, qui se réjouissent que les Perses ont le dessus sur les Banu Israël. Alors qu'à l'époque, les Sahaba ont été pour justement les croiser contre les Perses. Et, Non, mais, mais je te dis, mais ça, on peut le comprendre. Parce que, non, on peut comprendre qu'il soit détestable. Parce que regarde, il massacre oui, des musulmans. Il ne faut oui. pas le nier. Il Et les massacre Romains des aussi à musulmans. l'époque. Mais il faut comprendre une chose. On vit c'est un ordre mélien. Un ordre mélien, c'est celui qui est le plus fort qui impose sa volonté. On vit dans un ordre mélien. Là, on vit dans une époque où c'est pas les musulmans qui ont l'ordre mélien pour imposer sa volonté. À partir de là, on peut être dans l'émotion et se dire les musulmans qui souffrent, mais il ne faut pas oublier que devant Allah, ils sont dans une meilleure situation que nous, parce que plus ils souffrent, plus Allah il va les élever en degré auprès de lui. Mais nous, en tant que musulmans, on doit être dans aucun des deux camps. On doit rejeter les deux camps. Mais par contre, on doit se satisfaire que les deux camps s'affaiblissent et qu'ils se combattent. Parce que quand ils s'affaiblissent, ils se combattent, pendant ce temps-là, ils ne massacrent pas de musulmans. Et nous, ça nous permet de nous constituer, de mais nous renforcer. la ayah, elle parle bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba se sont réjouis de la victoire des Romains aussi à l'époque. Il faut bien le préciser. Excuse-moi, Sur les Perses. juste si je peux. Ouais, vas-y, frérot, vas-y, tu vas intervenir, vas-y. T'as vu, là, c'est deux choses complètement différentes. À l'époque, Nabi alayhi salatu wa salam, les Romains, les Byzantins, les Byzantins, du coup, c'était des chrétiens et ils unifiaient, enfin, plus ou moins Allah Azza wa Jal. Tandis que les autres, les Perses, c'était des mouchrikoun.
clairement. Aujourd'hui, c'est des moucharikoun, clairement. Attends, oui, mais c'est différent. Attends, Harry, c'est complètement. Je pense pas que l'analogie soit. Moi, pour moi, entre avant et aujourd'hui, en sachant que, tu vois, la Perse, dans l'histoire, dans l'histoire de l'islam, ça a toujours été un berceau sunnite. Toujours. Ça a toujours été un berceau sunnite, sauf depuis le XVe siècle, où il y a un roi qui a pris le pouvoir et qui a forcé la population à devenir Oui, mais là, actuellement, moi je te parle actuellement, c'est quoi? C'est des moucharikoun. Actuellement, Akhi, c'est des mouchriks. c'est des mouchriks. Mais ils sont affiliés à l'islam. Mais attends, non, c'est très clairement des mécréants mouchriques. Ils peuvent être ce qu'ils sont. Moi, ça c'est autre chose. Ça, c'est une question dogmatique. Là, on rentre pas dans la. Moi, je rentre dans le dogmatique. Hein. Là, tu as vu, on parlait de géopolitique, on parlait pas de dogme. Oui, mais tu peux les considérer comme. Non, tu peux pas dissocier. Attends 2 secondes. Tu peux pas dissocier le dogme et la géopolitique. Parce que les idéologies, de façon pragmatique, créent la géopolitique. Exactement. Tout le monde crée sa politique par rapport à des idéologies. Et nous, l'idéologie, c'est le prisme de l'islam. Nous, on a une considération, notre géopolitique, on le voit sous le prisme de l'islam. Et quand tu regardes ces blocs-là, ils ont leurs propres idéologies, leur propre prisme. Et les Hawafides, très clairement, ils ont des prétentions, mais quand tu vois leurs dogmes et leurs croyances, c'est complètement déviant. Déjà, ils n'appliquent pas l'islam. Ils n'appliquent pas l'islam dans les territoires qui dominent. Et leur croyance est antinomique avec l'islam, dans tous leurs principes et dans tous leurs actes. Donc, très clairement, quand tu vois les actes et les prétentions, on voit très clairement que leur croyance est mécréante et mouchriquine. Parce qu'ils adorent Ali, ils insultent des compagnons, ils ont une croyance complètement déviante, et même dans leur rituel, ça n'a rien à voir avec eux, ils prient même pas pour nous. Donc ils n'ont rien de l'islam. Là, tu prêches des convaincus. Tu vois, tu prêches des convaincus, il y a pas de. Personne ne met un point d'interrogation sur est-ce qu'ils sont musulmans ou pas. Ça, c'est pas ça. Là, on discutait d'autres choses, tu vois. Moi, je fais exactement cette analogie-là. Non. Il y a Géopo qui veut parler. Il y a Géopo qui veut parler. Ouais, ça raconte, les frères. Juste une petite nuance, Inch'Allah, parce que, en fait, tu as fait une analogie, Vénateur, Inch'Allah, et on va voir qu'en faisant des analogies, même en continuant justement ce prisme-là, on peut voir en fait que c'est pas si simple que ça. Et là, je suis en voiture, du coup, je vais faire une petite intervention rapide. Et quand j'arrive à la maison, Inch'Allah, après, je continuerai. Donc, tu vois, tu as fait cette analogie en disant que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il enseigne à l'humanité que les compagnons se sont réjouis de la victoire des Roms sur les Perses. Mais en prenant, par exemple, un autre verset du Coran, parce que contextuellement, c'est quoi? À l'époque, les Roms, c'était des chrétiens. Okay, c'est-à-dire, c'est des gens qui s'appelaient chrétiens, ce n'étaient pas des juifs. C'est-à-dire que c'était dominé par le christianisme, l'église, etc. Oui, mais tout le monde sait que Israël, c'est les Romains qui les arment. Je vais terminer, tu vas comprendre, Inch'Allah. Je veux juste te montrer qu'avec des versets du Coran, on peut comprendre d'autres choses et faire plusieurs analogies et apporter de la nuance. Allah Azza wa Jalla dit par exemple dans la Sourate Al-Ma'ida au verset 82, il dit ce qui signifie: tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. En fait, ici, Allah Azza wa Jalla enseigne à l'humanité une chose, c'est que les juifs et les associateurs, de manière générale, ce sont les plus grands ennemis. Ça veut dire que quand tu fais cette analogie-là, en fait, il faut comprendre que les Roms, ils n'étaient pas dominés par les juifs. Aujourd'hui, si on prend ce verset-là, Allah, il enseigne que ceux que tu trouveras les plus acharnés contre les croyants, contre les musulmans, ça va être les juifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater de nos jours aussi. Donc, faire cette analogie, c'est un petit peu rapide, tu vois. Il faut apporter de la nuance, parce que si on fait l'analogie brute, il faut aussi prendre les autres versets du Coran. Et quand on prend les autres versets du Coran, on voit que les juifs, d'après Allah, ce sont les plus grands ennemis. Donc, dire aujourd'hui qu'on soutient les Perses par rapport aux Juifs, en faisant l'analogie avec le verset tel qu'il a été révélé à l'époque sur les Roms, c'est pas juste, parce que les Roms à l'époque c'était des chrétiens, et Allah justement il n'a pas donné le même statut aux chrétiens qu'il a donné aux Juifs. Wallahu alam. J'arrive à la maison, Inch'Allah. Ouais, mais la situation elle reste la même, j'ai envie de te dire.
On est dans la même configuration que l'époque. Hein. Non, c'est pas pareil. Excuse-moi, quand c'est les Romains qui arment les Banu Israël pour faire la guerre aux Perses, c'est exactement la même chose, j'ai envie de te dire. Hein. En fait, oui, a fortiori, ok, tu vas me dire qu'au final, les choses, elles se rejoignent, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est comme j'avais dit tantôt, c'est pas si simple de dire les chiites, c'est les méchants, et les sunnites, c'est les gentils. Parce que ceux qui sont le plus armés, ceux qui ont les plus grands liens commerciaux, les plus grands partenariats, les plus grands accords avec les croisés, avec les Roms, c'est qui? C'est les sunnites, c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas les Roms. Vrai. Donc, ça, quand tu regardes, mais Géopo, quand tu prends qui ont les plus grands liens avec la Chine communiste, avec les Russes, etc., ce sont les Rafidis. Tu vois ce que je peux te dire aussi la même chose. Chacun a choisi son bloc, j'ai envie de te dire, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je ne dis pas que, attention, non. Moi, ce que je dis, c'est clair, histoire que ce soit clair, je répète. Hein. Les chiites, comme les sionistes, dans les deux cas, c'est des ennemis de l'islam. Dans les deux cas. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais juste, Yanni, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, à force de taper à chaque fois, de redire les chiites, c'est les méchants, les chiites, c'est les méchants, on finit à croire, en fait, que les sunnites, c'est les gentils, tu vois. Alors que non, c'est pas noir ou blanc, c'est pas aussi simple que ça. Les sunnites, c'est peut-être pas les gentils, mais en tout cas, c'est pas eux qui ont voulu détruire l'islam de l'intérieur. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Géopo. Bah si, comment ça et si tu regardes... Si, non, je te parle des sunnites, on fait un travail de ça. Non, attends 2 secondes, attends 2 secondes. Ça, c'est clair que tous les non, mais on parle des sunnites. Attends 2 secondes. On sait très clairement que historiquement, toutes les idéologies ont essayé de détruire l'islam de l'intérieur. Ça, on le sait très clairement, leur intention, mais on voit très clairement les ennemis. Par contre, les sectes et ceux qui ont une apparence de l'islam, eux, c'est différent. Eux, ils ont quand même essayé de modifier le dogme de l'intérieur et certains ont eu beaucoup de suiveurs. Tu vois, c'est une différence. C'est beaucoup plus dangereux quelqu'un qui est chiite, il est beaucoup plus dangereux parce qu'il va te montrer une apparence de l'islam que de l'autre côté, un juif qui est un ennemi déclaré, même s'il essaie de détruire ta croyance, de toute ta religion par n'importe quel moyen, financièrement, idéologiquement, eh bien, tu sais à quoi t'attendre avec lui. Tu le vois très clairement. Mais par contre, les chiites, eux, ils te montrent un visage avenant, ils ont ces prétentions qui sont trompeurs. D'ailleurs, c'est pour ça que le Dajjal va sortir de chez eux. Parce que quand tu regardes autour de toi, les gens, ils ont tellement une connaissance religieuse et de l'historicité de notre religion tellement très, très, très minime. Et bien, regarde, tu vois autour de toi, et bien, le peu de choses que font l'Iran, et bien, ils considèrent que c'est véritablement les représentants de l'islam. Parce que ça, c'est la médiocrité de l'époque où on est, où les gens, la religion, ils l'ont complètement délaissé. Ils n'ont que de l'apparence de la religion. C'est des, comme on dit, c'est des avatars, c'est des apparences religieuses qui sont pas profondes. Donc, du coup, très facilement, il peut être détourné de la religion. Et là, en fait, on est en train de vivre un terrain qui est prêt pour que le Dajjal il sort. Là, le Dajjal il sort, eh bien, ça va être énorme comme il va ramasser la mise. Ça va être énorme. Parce que les gens, tellement on est en position de faiblesse intellectuellement et de façon concrète, matériellement, eh bien, les gens s'accrocheraient à n'importe quoi qui pourrait leur donner un minimum de fierté. Mais cette fierté, en islam, elle n'est pas valable. Parce que tu détestes quelqu'un, eh bien, n'importe qui le combat, eh bien, tu vas t'accrocher à lui pour croire, pour te soulager. Alors qu'en réalité, cette personne à qui tu t'accroches, eh bien, elle a fait pire et derrière ton dos. Mais sauf que tu es amnésique, tu l'as oublié. Tu vois, les gens, ils ont oublié ce qu'ils ont fait aux Syriens, ils ont oublié ce qu'ils ont fait aux Irakiens. Ça y est, c'est oublié. Parce qu'il envoie quelques missiles là sur les sionistes. Incroyable. C'est incroyable. Et j'ai même envie de te dire, si on doit s'accrocher à tous ceux qui ont combattu l'Amérique ou tous ceux qui ont combattu l'Amérique en général et ses alliés, bah, dans ce cas-là, je te dis pourquoi pas suivre aussi les Japonais, les Vietnamiens,
les Amérindiens, qui étaient aussi des polythéistes, d'ailleurs. Mais tu sais que le pire, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que ceux qui ont vraiment massacré le plus d'Américains, qui ont renvoyé des Américains dans des cercueils et handicapés, eh bien, c'était les combattants, la rébellion sunnite en Irak et en Afghanistan. C'est eux qui ont envoyé le plus d'Américains, et c'est pas les chiites. Ben, en même temps, je vois pas pourquoi ils devaient combattre les chiites. Les chiites devaient combattre les Américains, vu qu'ils ils les ont aidés à mettre au pouvoir. D'ailleurs, toute la capitale de Bagdad est sous domination de Muqtada Sadr, les brigades du Mahdi, enfin, toute cette merde idéologique. Et maintenant, mais tu sais pourquoi on est arrivé à une telle médiocrité? Parce qu'il suffit de dire salam alaikum pour dire que la personne elle est musulmane. Ah, bah, il nous a dit salam alaikum, donc c'est bon, c'est un musulman, on doit le suivre. Tu sais, il suffit plus de grand-chose, hein. Moi, je me dis, c'est triste, quoi. C'est triste. S'il suffit que de lancer quelques missiles, ça suffit à les suivre dans leur idéologie. Parce qu'en vérité, toutes ces histoires là qu'on voit là actuellement, c'est des histoires de conquête et contre-conquête et d'hégémonie. Mais quand tu joues ton dogme, c'est-à-dire la croyance, là, tu joues plus une histoire de conquête et contre-conquête. C'est-à-dire que là, tu joues ton paradis et ton enfer éternel. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que quand... Non, mais là, ils peuvent faire plein de stratégies, mais Allah est le plus grand des stratèges. Au contraire, c'est très bien ce qui se passe parce que ça fait le tri, ça fait le ménage. Tu vois, quand tu es sincère, quand tu apprends ta religion, tu connais l'historicité de ta religion, tu apprends le Coran, tu apprends le Coran et la Sunna, et bien ça te donne le discernement du monde où tu vis et l'époque où tu vis. Et là, tu as le discernement qui est vraiment sincère et qui veut appliquer la religion et qui ne veut pas l'appliquer. Tu le vois très clairement. Alhamdoulilah, c'est en train de faire le tri. Et tu sais que historiquement, les musulmans ont toujours été minoritaires. On n'a jamais été une masse. On a toujours été les sincères, ceux qui font, ceux dans les victoires qui vont changer l'histoire, qui ont fait les plus grandes réussites qu'Allah nous a prescrit, et bien ça a toujours été une minorité. Il faut jamais espérer que tout le monde va te suivre dans ce qu'Allah nous a prescrit. Et ça, il faut arrêter. Tu sais, je vais te rajouter quelque chose. Tu sais, les Sahaba, le jour où ils ont retourné le monde dans le bon sens du terme, ils étaient 10 000. Hein. Les gens, ils pensent qu'ils étaient des milliers. Non, ils étaient 10 000 et ils ont monté en l'air les deux empires, c'est-à-dire l'Empire romain et l'Empire perse au Moyen-Orient. Et pourtant, ils n'étaient pas une masse et ils n'étaient pas surarmés. Mais par contre, ils avaient sam'a wa ta'a, ils avaient l'obéissance. On a entendu, on a obéi. Quand il fallait pas bouger, ils bougeaient pas. La fois où ils ont bougé, je peux te garantir qu'ils ont à Uhud, je peux te garantir qu'ils l'ont subi. Et je pense qu'ils ont pu répéter cette erreur. Alors j'ai une question, salam alaikum akhi, très bon space. Vous pensez quoi aussi de Erdogan qui se sent menacé et qui grince des dents? Je ne sais pas si vous en avez parlé. Erdogan. Erdogan, c'est un Erdogan, franchement, c'est un apostat. Je ne sais même pas s'il a été musulman, mais c'est un apostat. Apostat, en fait, j'ai envie de te dire apostat ou pas apostat, franchement, Erdogan, je prends même plus en compte ce qu'il dit, quoi. C'est. Non, parce que. Non, mais il faut regarder. En fait, il faut arrêter de regarder les discours, les prétentions, parce que tout ça, c'est des pièces de théâtre. Il faut regarder les actes, ce qu'ils font dans le concret, dans la réalité. Et dans la réalité, dans le concret, on voit très clairement celui qui suit le Coran et la Sunna et celui qui est complètement déviant. Erdogan, à aucun moment, je l'ai vu suivre le Coran et la Sunna. Il passe qu'à ses intérêts. Il fait une pièce de théâtre. Mais Tebboune a dit, par contre, Tebboune, il a dit qu'il était prêt à aller à Gaza. Ah bon? Bah, on attend toujours. Hein. Il attend juste que l'Égypte le laisse passer. Bah, il va attendre longtemps alors. Bah ouais, en fait, en réalité, ils pensent qu'à leur intérêt, à leur trône, tous autant qu'ils sont. Il n'y en a pas un qui échappe à cette attitude. Parce que le pouvoir, c'est doux à la bouche. Tu sais, le grand palais que Erdogan a fait fabriquer, c'est à Istanbul, je crois, hein, ou à Ankara, je ne sais plus. Et il a encore envie d'en profiter, tu vois, ça. Donc, non, c'est Sisi qui a fait un palais. Non, même Erdogan, il en a fait fabriquer un. Ah, ok. Si, oui, Erdogan aussi. Donc, j'ai envie de... Même c'est lui qui a fait en premier.
Et après, Ah, il a tu fait. vois, les mecs, je peux te garantir que c'est trop à l'aise, hein, les palais, comme on dit, les palais dorés, hein. Mais non, Erdogan, je prends rien du tout de lui. Perso, il m'intéresse même pas le bonhomme. Tu vois, je préfère encore regarder les actes des Banu Israël et les Iraniens, tu vois, et les Perses, tu vois. Tu vois, ça bouge beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus enrichissant, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Mais Erdogan, voilà, quoi, c'est foulé sur le côté. Et puis, Et sinon, la France, dans tout ça, qu'est-ce qui va se oh, passer? la Qu'est-ce qu'elle va France. faire? Bah, la France, ce qui est très intéressant avec la France, Elle compte bah, pas, la la France, France. déjà, elle compte Elle pas, compte mais pas ce qui du est tout. très intéressant avec la France, c'est qu'elle a deux alliés qui sont en train de se confronter. Parce que faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est parti rendre visite à son copain du Hezbollah. Je ne sais plus comment il s'appelle, et je les avais publiés d'ailleurs à l'époque. Il est parti leur rendre visite euh, au Liban et qu'il les avait reconnus comme étant faisant partie de l'État. Mais on fait du vice, on dit que euh, le Hezbollah militaire, on le dissocie du Hezbollah politique, donc c'est pas la même chose. Mais bon, moi, je serais Macron, je me sentirais pas bien parce que j'ai deux alliés à moi qui sont en train de se confronter, qui risquent demain de déclencher une deuxième guerre du Cham et qui risquent de donner l'hégémonie au monde sunnite que j'ai combattu toute ma vie. Tu vois, je me sentirais pas bien, tu vois. Non, mais nous, en réalité, il compte pas. Ce qu'il faut regarder, c'est les grandes puissances, le comportement des grandes puissances et des puissances moyennes. La France, elle compte même pas. Elle a aucune valeur, la France. Et c'est que du blabla, c'est que des prétentions, mais la réalité, ce qu'il faut regarder, c'est comment agit l'Amérique, Voilà, l'État sioniste, et c'est eux qu'il faut regarder. Et les gouvernements arabes de la région, et l'autre côté, les Russes et les Chinois, et comment ils s'appellent, et les Perses. C'est ça qu'il faut regarder comment ils réagissent. Parce que les autres, c'est que du blabla, que des voilà. prétentions, que du. En réalité, c'est clair, il y a deux blocs qui se sont créés. Les deux blocs sont clairs, hein. Il faut regarder les blocs, comment ils se sont Exactement. faits, et très clairement, on voit très bien les alliances pour les intérêts de qui et de qui. Et, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que à partir du moment où tout le monde est sous le prisme de l'idéologie coloniale des frontières, et bien là, tu vois qu'en fait, ils penseront qu'à leur intérêt. Tous ces pays-là, ils pensent qu'à leur intérêt, à leur pouvoir, dans leurs frontières à eux. Donc, ils ne feront rien qui pourrait déstabiliser leur pouvoir. Leur armée, c'est pour les protéger. C'est pas pour défendre les musulmans ou protéger les musulmans. C'est que pour défendre leur intérêt. Et si leur peuple est trop hostile, eh bien, ils utiliseront l'armée contre leur peuple. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il faut prendre aucun de ces gens-là. Il faut les rejeter en bloc. Parce qu'aucun, après, ils font de par-là des gestes de bienfaits, mais ça n'a aucune valeur par rapport à la véritable intention qui est pour l'islam. Parce qu'il faut se rappeler, historiquement, quand les musulmans ils ont agi, ils ont agi pour des petites choses. Ils ont agi pour des petites choses. Là, pour des grandes choses, ils ne bougent même pas. Alors, n'attends rien de. Attends auprès d'Allah, passe à ton destin à toi, dans l'état où tu es toi, que si tu as une bonne colonne vertébrale Ouais. religieuse, si tu as le discernement de la réalité, et après, tu pourras voir la Tu sais, réalité du monde. Mais il en y a un réalité, verset coranique où Allah il dit si vous êtes sincère avec moi, je vous donnerai le Furqan. C'est-à-dire, si vous êtes sincère dans votre dîne, il vous donnera le discernement. Le discernement, si tu n'es pas sincère, si tu es nationaliste, tribaliste, ce que tu veux, le discernement, tu ne pourras pas le voir. Tu ne pourras même pas voir les arnaques arriver. Donc, perso, ouais, c'est alors, le problème de on- notre époque. Le problème de notre époque, c'est comme on vit à une époque où certaines choses sont légitimes parce que on a toujours vécu ouais, ça. c'est ça. Quand tu vis dans une société où les valeurs, c'est une constitution, un État-nation, certains principes et tout ça, eh bien, quand tu es habitué à vivre dans ce système-là, eh bien, pour toi, il est légitime et tu ne peux pas en sortir. Et tu obtiens et tu t'accroches à cela parce qu'il n'y a pas d'autres valeurs qui arrivent à te concurrencer. Mais à partir du moment où la religion t'est révélée, le jour où tu découvres, tu ouvres le Coran
et tu commences à lire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très clairement, normalement, tu dois te dépouiller tu dois le balayer toutes ces idéologies qu'on t'a imposées légitimement depuis que tu es enfant. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se débarrasser. Il faut arrêter. Il faut, dans sa tête, il faut virer les bagages, virer tout ce prisme colonialisme et d'État-nation, parce que c'est très récent. L'idéologie de l'État-nation, c'est très récent. Les constitutions qui existent, c'est très récent, c'est moderne. Ça doit avoir l'âge de nos parents, tu vois, maximum 100 ans. Et des gens sont accrochés à cela, alors qu'en réalité, à notre époque moderne, les puissances, ils sont même plus intéressés à cela. Maintenant, ils considèrent que c'est des empires. Les États-Unis se considèrent comme un empire. La Chine se considère comme un empire. L'État sioniste se considère comme un empire. Ils sont déjà plus dans ça. Mais nous, les simples personnes lambda, le peuple lambda, et en particulier les musulmans, on nous bloque encore dans des prismes coloniales qui est du nationalisme. Alors que si tu mets ça de côté et tu prends le prisme de l'islam, eh bien, ton esprit, eh bien, il devient plus large. Et tu comprends beaucoup mieux dans quel monde tu vis. Parce que tu t'accroches pas au petit prisme que tu as, au petit prisme du nationalisme qui en réalité te restreint et te rétrécit l'esprit dans ce que Allah attend de toi. Tu vois? Parce qu'en réalité, si tu délaisses cela, eh bien, ce que subissent partout dans le monde des musulmans, ça te touche. Et ce que font les mécréants, tu le rejettes. Et encore pire, quand ça vient de ce qu'on t'a imposé comme idéologie, qui est l'État-nation. Par exemple, moi, je vis en France. Ce que fait la France dans le monde, eh bien, ça me dégoûte. Je m'en désavoue et je le rejette. Par contre, ce que font les musulmans et ce qui arrive aux musulmans, ça me touche. Et c'est comme ça que que le musulman doit se construire. Parce que on sait très bien que l'endroit où on est, où on vit, eh bien, ils vont nous imposer, l'environnement va nous imposer ses valeurs et sa conception du monde. Si tu n'as pas la révélation, tu vas être perdu et tu vas t'accrocher à des idéaux déviantes que Shaitan, avec ses branches de déviation, t'a enfermé. Par contre, si tu t'accroches à la révélation, eh bien, tu vas te dépouiller de ces idéologies et tu vas facilement avoir le discernement de la réalité. Peu importe le prisme, la façon, la pièce de théâtre qu'on te montre en face, eh bien, quand tu as le Coran et la Sunna dans ta tête et dans ton cœur, eh bien, tu arrives très facilement à discerner ce qui est vrai et ce qui est du faux. Très clairement. En gros. Après c'est chacun son niveau intellectuel, sa connaissance et sa façon de voir les choses. Mais quand tu le mets sous le prisme de l'islam et que tu as une colonne vertébrale religieuse et connaissance historique de ta religion et de tout ce qui est lié à la religion, eh bien, alhamdoulilah, tu arrives à avoir le discernement de la réalité dont tu vis. C'est vrai. J'allais dire que... colonel, tu as quelque chose à dire ou pas? Venator, juste vas-y, avant. Vas-y, parle. Je sais pas si colonel est là parce que... Je le vois pas en intervenant. Ah, tu le vois pas en intervenant? Ah, moi, je le vois en intervenant, c'est pour ça. Vas-y, colonel, hein, si tu veux dire, en tout cas. Ouais, il est là, mais il n'a pas levé la main ni rien, je pense. Salam alaikum, je viens juste après. Par rapport à ce que disait... Vas-y, je oppose à toi, après ce sera colonel. On m'entend bien, on bien, Inch'Allah, c'est bon. Par rapport à ce que disait Funambule, oui, c'est vrai. Il faut savoir justement avoir un guide pour y voir plus clair. Et surtout ne pas tomber en fait dans le piège des groupes. C'est-à-dire dire les chiites, les sunnites, comme si c'était des blocs compacts qui faisaient un, etc., etc. La réalité aujourd'hui, c'est que l'islam, il est divisé. Le chiisme, il est divisé. Le sunnisme, il est divisé. Quand tout à l'heure, tu disais, Venator, que les chiites, ce sont des gens qui, à la différence des sunnites, veulent infiltrer l'islam pour le modifier de l'intérieur. Jusqu'à preuve du contraire, hein, tu me diras, c'est pas les chiites qui ont fait la nouvelle religion abrahamique là, avec tous un pour tous et tous pour un. Ouais. C'est l'Arabie Saoudite, c'est les sunnites, c'est eux qui ont fait ça, c'est pas les chiites. Donc, tout ça pour te dire que, en fait, dire les chiites, les sunnites, aujourd'hui, ça veut rien dire. Peut-être qu'un jour, ça avait un sens, oui, peut-être,
Mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Parce que les chiites comme les sunnites, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Si on dit les chiites et les sunnites, tu vois, parce que dans les chiites, il y a des choses, mais tu le sais très bien, tu vois, comme tu le dis. Mais chez les sunnites aussi, c'est pareil, tu vois. Donc, si les chiites, en fait, ils prennent l'influence, sache qu'ils vont tout faire pour modifier l'islam. Et si les sunnites, ils prennent l'influence, ils vont tout faire pour faire la même chose. Peut-être qu'ils vont le faire sur un format différent, mais regarde, la nouvelle religion abrahamique, là, comme je Ouais. t'ai dit, de toute façon, au final, en fait, Oui, c'est quoi c'est le cas le déjà, but, c'est le c'est de cas changer, déjà. tu vois. Donc, ils ont les mêmes plans, tu vois. Donc, dire les chiites, les sunnites, en fait, ça veut rien dire, Venator. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'était juste ça. Ouais, mais t'as vu ceux qui ont le projet Abraham, le truc Abraham et Ouais, tout ça, ouais, mais les tout ça, gouverneurs. En fait, ils ont leur titre. C'est des apostats, très clairement, hein. C'est des mais apostats. est-ce que, mais la On les question que appelle je me les pose, apostats. Les Tawarides, c'est des Tawarides et mais c'est des apostats. la Très question que je me clairement. pose, c'est est-ce que ces accords d'Abraham n'étaient pas une ruse des pays arabes justement pour faire en sorte de créer un conflit au Moyen-Orient, pour ensuite faire en sorte de faire taper la Perse contre les Romains? Tu vois. Non, non, c'est juste une question. Non, non, c'est juste une question de garder leur trône et leur pouvoir. C'est juste ça. Ils s'allient au plus fort. Hmm. Déjà eux, déjà eux dans leur tête, ils ne pensent ni au peuple ni à l'islam. C'est pas dans leur intérêt. Eux, c'est leur hégémonie et leur trône qui compte. On le voit très bien. C'est quand ils prennent le trône, ils le lâchent plus et même se vendre à n'importe qui pour le garder. Et là, ils savent que l'hégémonie, la puissance est du côté Mhm. occidental. Donc du coup, ils s'accrochent avec eux. Ils s'accrochent avec eux, peu importe. Ils se foutent de la vie du peuple, ils se foutent du peuple et ils se foutent de l'islam. Ils en ont rien à cirer. Ils te font un vernis, ils te font un faux semblant pour pas être rejeté, trop destitué, rejeté vraiment, pour pas que les gens les détestent vraiment. Mais en réalité, ce qui passe, c'est à leur intérêt le pouvoir. C'est des, comme on dit, c'est des opportunistes. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est des mokhros du pouvoir. Comme salam. Mais je ne veux pas entrer dans les intentions, mais Géopo, quand il dit les sunnites, parce que non, lui, quand il dit les sunnites, lui, il vise pas que les gouverneurs. On est d'accord qu'il vise aussi le peuple, qui cafale en même temps. Ah ouais, Géopo. je sais pas. Bah, pose-lui la question directement, j'ai envie Oui, de te dire. Géopo, est-ce que c'est le cas? Non, mais salut. Non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas le peuple qui a imposé la religion abrahamique. Non, mais C'est pourquoi pas le tu peuple qui a cafares sorti ces choses-là. pourquoi tu cafares pas les peuples mouchriquins? Hein? J'ai pas D'accord. compris ta question. Est-ce que pour toi, par exemple, le peuple Oui. au Maroc, pour toi, c'est quoi le asl au Maroc, par exemple? Moi, je suis maghrébi. Encore une fois, Non. ça revient à la même chose que je viens de Ouais. dire. Je sais pas si on m'entend Non, bien. mais Là. sois honnête après. Tu vois, moi, je suis dans l'honnêteté. Tu peux être honnête, t'inquiète. Non, mais tu Oui, m'entends on bien. t'entend, on t'entend. Oui, on t'entend. Ok. En fait, ça revient à exactement la même chose, comme je disais à Venator. C'est que, comment dire, aujourd'hui, ça sert à rien de vouloir justement faire comme si tout le peuple était un bloc compact. Pas du tout. Au Maroc, l'islam, bien évidemment, il est prédominant dans le sens où il va y avoir la salat, le adhan, etc. L'islam sunnite qui est propagé de manière, comment dire, prépondérante, on va dire. Mais comme il y a des kufriyat, comme il y a du shirk, comme il y a toutes ces choses-là, alors aujourd'hui, vouloir généraliser, ça n'a pas de sens, tu vois. Ok. Mais pourquoi ça fait plusieurs spaces où j'entends des sous-entendus de la part de l'Ikhwan comme quoi tu cafares les peuples? Parce Ah, que là, par tu contre, c'est dis pas le le sujet du contraire. space, hein. Ouais, ce que j'allais dire. Ah oui, non, bah oui, bah, Ouais, ok. bah, ce que j'allais dire. J'ai- Mais moi, quand je parle du monde sunnite, j'englobe sur tous les peuples et voilà quoi. Et dit, Non, en fait, non, attends, parce que c'est important ce qu'il dit Athari. Je trouve que c'est important parce que plein de fois, on m'a mis cette étiquette-là. Tu vois, Athari, regarde, je vais te dire une chose toute simple, comme ça, tu vas comprendre. Le peuple algérien. Mm. On va prendre l'Algérie, pas le Maroc, parce que le Maroc, c'est une royauté. Je connais pas très bien ce peuple. Mais par contre, la démocratie, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Ok. Donc, le peuple algérien.
Tu es d'accord avec moi pour dire que, de manière générale, ils montrent l'islam, c'est des gens qui sont. Ce qui est prépondérant, c'est l'islam sunnite, etc. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les Algériens, avec l'affirmation suivante, les Algériens, ce sont des démocrates? Non. Pourtant, les Algériens, ce sont des démocrates. Et ils sont fiers d'être démocrates. Non, tu peux pas dire ça. Non, déjà, majoritairement, ils ne participent pas aux élections. Je suis pas en train de te dire est-ce qu'ils participent ou participent pas. Je connais le takfir bil statistique. Est-ce que tu as regardé les dernières statistiques du taux de participation du peuple algérien? Mais je te parle pas du taux de participation ou pas. C'est pas de ça dont je te parle. Tu parles du gouvernement alors? Regarde, en France par exemple. Comme ça tu vas comprendre. En France, c'est un peuple démocrate, les Français. Bah oui, non, en France, le asl, c'est le koufr, oui. C'est pas la question, je te parle pas de kouf pas kouf, je te demande, est-ce que les Français, ce sont des démocrates? Oui, c'est des ilmanioun, oui, des laïcs, des démocrates. Okay. Demain, si à la prochaine élection, parce que tu as vu ce qui s'est passé en France, hein, il y a eu des élections législatives et finalement, ça n'a rien changé. Oui. Du coup, tu as une grosse partie des Français qui dit, moi, voilà, je n'irai plus voter. Demain, si ça passe en dessous de 50% des gens qui vont voter, est-ce que tu vas arrêter de dire que les Français, c'est un peuple démocrate? Non, parce que je sais que... tu connais le hal du peuple français. Tu sais que la plupart des gens, c'est des koufars. Mais ça n'a aucun rapport d'être... Mais, Athali... Parce que là, on va prendre un pays où le taux de participation il est plus grand. Parce que je t'ai parlé de statistiques juste avant, tu m'as dit, mais tu ne me parles pas de statistiques. Et là, tu as parlé de statistiques. Regarde, on va prendre un pays où le taux de participation est plus grand. Comme ça, tu vas comprendre. La Turquie. Oui. C'est sunnite. Ouais. Enfin, l'islam, il est montré, il y a l'adhan, il y a la salat, etc. Beaucoup d'Alévis et tout. Oui, je sais, mais on s'en fiche. Ouais. Mais de manière générale, ce qui est prépondérant en Turquie, c'est l'islam. Oui. Ok. Tu es d'accord avec moi pour dire que les Turcs, ce sont des démocrates ou pas? Bah non, encore une fois, non. C'est pas, okay. C'est pas ce que je dis, non. Okay. Mais moi, je dis que les Turcs, ce sont... Quand bien même tu vas me sortir le fait qu'ils 80%, ils ont fait les élections. Je considère... Bah, il faut faire quoi pour être démocrate du coup après, tu vois, sur le sujet du vote, on va pas être d'accord aussi. Est-ce que tu considères le vote... Je te parle pas du sujet du vote. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être démocrate. Oh là là. Faut donner croyance à la démocratie et participer au système. Ça veut dire que si tu participes à la démocratie mais tu crois pas, t'es pas démocrate. Bah, ça dépend si tu connais pas le hal de la démocratie, si tu as une choubha dessus. Si tu as une choubha sur la démocratie, non, mais... bah si. Je te parle pas de musulman, pas musulman. Oui. Écoute bien, un être humain, il participe à la démocratie, mais il y croit pas. Lui, il aime pas ce système, mais il y participe. Il vote, il participe aux élections, etc. Un non c'est pas un démocrate. Je te dis un être humain. En plus, il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Ils participent, mais ils n'aiment pas. Non, mais en fait, ce que je veux dire, votre histoire de démocratie, pas démocratie. Non, mais tu sais pourquoi Venator, en fait, il veut pas dire que les Turcs, ce sont des démocrates? Parce qu'en fait, lui, il sait que la démocratie, d'après lui, hein, c'est incompatible avec l'islam. C'est pour ça que ça le dérange de dire les Turcs sont démocrates. Par exemple, si j'avais dit les Algériens sont des Arabes, est-ce qu'il aurait dit quoi? Regarde, Athari, bah, vrai, les Algériens sont des Arabes. Je peux pas dire qu'ils sont démocrates, parce que c'est pas vrai. C'est la... Oui, le gouvernement algérien, oui, eux, c'est des démocrates, des apostats avérés. Et parmi le peuple, tu auras des démocrates apostats avérés. Mais tu peux pas dire les Algériens sont des démocrates. Ok. Athari, tu vois, de manière générale, ce qui est prépondérant en Afrique, dans le Maghreb, etc., c'est la démocratie. C'est-à-dire que le peuple se bat même pour avoir le droit, justement, de voter. Se bat pour avoir une véritable démocratie. Par exemple, en Algérie, quand Bouteflika, justement, il a été réélu, encore une fois, alors que tout le monde savait que c'était truqué, tu as vu, justement, les Algériens sortir en masse dans la rue pour, justement, réclamer une véritable démocratie, des véritables élections, pour qu'ils puissent choisir, en fait, un candidat qui va juger et régner
pour l'intérêt des Algériens, dans l'intérêt des Algériens. Est-ce que pour toi, le vote, c'est ce qui cimente le tarot en place? Ouais, bref, laisse tomber. Non, mais... je vais donner la parole à Colonel. On va recentrer le débat sur la situation au Moyen-Orient parce que vous êtes démocrate, pas démocrate. Bref, c'est un sujet que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est un très bon space à faire et je pense qu'il y en a des milliers qui ont été faits dessus. Là, aujourd'hui, c'est la situation au Moyen-Orient. Le colonel, frérot, Far. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Bah, de toute façon, tout ça, c'est relié, le frère. Je l'entends pas. Hein. Si tu peux me faire descendre, moi, je l'entends pas. Ouais, il m'entend pas. Ah, il t'entend pas. Donc, je descends Géopo ou je descends colonel? Non, je crois que les autres, les autres, ils entendent. Ah, c'est bon. Vas-y, colonel, on t'entend à toi la parole, frérot. Rebooste-nous le space en excellence. Non, c'est pas question de rebooster, c'est question de dire que tout ça est relié. Ça, c'est relié. Et si on en est là, bon, vous avez vu un peu, pour ceux qui ont lu les commentaires, parfois en sous mes tweets, là, des gens, ouais, mais il y a que les chiites qui bougent, enfin, comme on entend chaque fois, en fait. La source de tout ça, c'est quoi? C'est la méconnaissance des fondements de l'islam. Et c'est ça qui fait qu'on soutient les chiites, c'est ça qui fait qu'on va voter, c'est ça qui fait qu'on chante laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. C'est parce qu'on n'en connaît pas les fondements. Et nos prédicateurs et nos savants ne font pas ce travail parce qu'ils ont peur. Ils préfèrent nous parler des sourcils, de la musique et des trucs comme ça. Et on se retrouve devant des gens qui croient connaître l'islam, alors que nous-mêmes, nous sommes des débutants, mais des débutants informés quand même. On n'est pas, moi, je me revendique pas comme savant et tout. Après, sur le dossier iranien et tous ces trucs-là, bon, moi, je suis pas intervenu parce que bon, Funambule, je pense qu'il a plus ou moins tout dit. Tout est là. C'est-à-dire que normalement, le musulman instruit et conscient, ben, il assiste à ce spectacle, à tout leur jeu. L'Iran prévient l'Amérique qu'elle va envoyer des missiles quelques heures avant. Comme ça, tout le monde a le temps d'aller aux abris en Israël. Puis ils envoient leurs trucs. Il y a quelques bases qui reçoivent des missiles. 2-3 trous à gauche, à droite. Il n'y a même pas de morts. Les seuls morts, c'est les deux gars qui ont tiré à l'arrêt d'autobus. Là, il y a eu 8 morts. Pour les missiles, il y a quasiment aucun mort. À part un missile. Et puis on est là. Il y a un gars qui a allumé des cigarettes avec. Une cigarette avec un missile. Ah, mais bon, et après. En plus, ça c'est vrai, c'est énorme, ça. Oui, vous vous rendez pas compte. Il y a eu plus de morts. Ouais. Il y a eu plus de morts dans l'attaque à Tel Aviv que dans le bombardement. Voilà. Et malgré tout ça, t'as plein de gens sunnites, je crois, qui sont là. Moi, je les vois sur Twitter. Machallah, t'as vu, le spectacle, les pro-iraniens, j'ai des comptes là. On dirait que il y a 1000 morts pour 10 milliards de dégâts, quoi, tu vois. Et voilà, on n'a plus le sens des réalités, on n'a plus de bon sens. On se dit pas, est-ce que c'est normal qu'on prévient plusieurs heures à l'avance l'Amérique qu'on va tirer des missiles hypersoniques? Enfin, c'est fou, en fait. Mais c'est pas la première fois. Alors, on nous dit, la troisième guerre mondiale. Moi, je vous entendais tout à l'heure. Mais les frères, je sais pas dans quel monde vous vivez, mais ça fait 23 ans qu'on est dans la troisième guerre mondiale. Depuis le 11 septembre. On est dans les guerres, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le machin, ça n'arrête pas. Le Mali, tout ce que tu veux. Donc nous, ça change rien en fait. Pour les frères Sunna et dans la voie du juste milieu, la troisième guerre mondiale, c'est depuis 23 ans. C'est vrai qu'en vérité, la troisième guerre mondiale, je me demande si elle s'enchaîne pas de guerre en guerre, d'année en année, une nouvelle guerre avec un nouveau pays. C'est vrai. Hein. Et ici, finalement, j'ai envie de dire finalement, ils vont un peu s'entretuer entre eux. Parce qu'il faut pas oublier que tous ces gens, les gens ont la mémoire courte, tu vois. Oui. Malheureusement, on est dans un monde où les gens ont la mémoire courte. Les gens oublient qu'il y a combien... ouais, c'est vrai que ça passe vite, mais bon. Il y a 20 ans, chiites et américains étaient main dans la main en Syrie pour torturer, violer et pour chasser tous les sunnites du pays. C'est vrai. Tu vois. Et c'était Fallujah, Bouraïm, des histoires horribles, des viols, des femmes qui disaient donnez-nous des pilules pour avorter, enfin, tu vois, alors les gens, on a oublié Bachar, la Syrie et tout ça, Nasrallah était son bras droit qui envoyait toutes les milices des gardiens de la révolution pour venir faire la sale besogne. Nous, on n'oublie pas, tu vois, donc pour nous, que c'est les juifs et ces gens-là, ils s'entretuent, ben on regarde et on compte les points, c'est tout, c'est simple. Enfin, ils s'entretuent entre eux. T'as envie de dire, mashallah, alhamdulillah, tu vois. Enfin.
Avant, ils travaillaient ensemble, ces gens. Non, mais c'est pire que ça, c'est beaucoup plus ancien. Déjà, à la première guerre Irak-Iran, eh ben, les États-Unis, tous les Occidentaux finançaient les deux, envoyaient des armements les deux pour qu'ils s'affaiblissent, qu'ils se combattent et s'affaiblissent. Après le deuxième acte, c'est la première guerre du Golfe, et la deuxième guerre du Golfe, et sans oublier quand ils ont envahi l'Afghanistan. Les Iraniens ont aidé les Américains, et même ont préparé l'invasion des Américains, en leur préparant le terrain et tout, dans la région de l'Afghanistan. Il faut savoir ça. Maintenant, ça sort. Maintenant, on commence à voir les éléments, comment ça s'est passé et tout ça. Mais parce que l'Iran a été, comme on dit, c'est l'enfant qu'on a honte. Tu vois, ils ont tous honte de l'Iran, mais ils s'en servent très bien, ils travaillent avec eux. Mais ils ont honte de l'Iran, parce que c'est une pièce de théâtre, il faut un ennemi. Mais là, moi, très clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi que ça fait un moment qu'ils font la guerre aux musulmans et c'est déjà la 13e guerre mondiale pour les musulmans. Ils nous ont dépecés, ils ont dépecé nos territoires, ils nous ont tous dépecés. Maintenant, on est complètement faibles et les gens, ils s'accrochent au premier qui fait quelque chose d'incroyable. Mais ce qui est fascinant, c'est que Allah est le plus grand des stratèges. Même si on est en situation de faiblesse, eh bien, ils se détestent entre eux. Et là, on est à l'apogée de leur détestation. Parce qu'on voit très clairement que les puissances, les pôles de puissance sont en train de se former. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, l'hégémonie n'était que américaine. L'Amérique avait l'hégémonie partout. Et contrôlait partout et enclenchait quand il veut la guerre. Personne ne s'y opposait, personne ne pouvait rien dire. On l'a très bien vu avec ce qui s'est passé en Irak et en Libye et tout ça, dans tout le Moyen-Orient. Mais maintenant qu'il y a l'autre monopole qui est arrivé, qui est la Chine, et bien maintenant, là, on est à l'apogée de leur hégémonie et la préparation de la 13e guerre mondiale qui va passer à une autre étape. Parce que là, la Chine, les États-Unis n'accepteront jamais que la Chine leur passe devant en termes de puissance. Donc, on connaît les Américains. Ils enclencheront une guerre, tôt ou tard. Moi, je m'attendais qu'ils enclenchent déjà la guerre. Mais je pense qu'il y a eu la première étape, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La deuxième étape, ça sera contre l'État sioniste avec les pays arabes contre l'Iran, avec les États-Unis. Et la troisième étape, ce sera avec la Chine. Mais ça viendra plus tard. Mais je pense que là, on est à l'étape contre l'Iran. Alors moi, il y a un tweet où colonel, on va dire, c'est pas tu te fais remonter, comment on peut dire, où tu te fais limite, on veut te remonter les bretelles. On te dit, voilà ce qui se passe. Aucun pays dit sunnite n'a levé le doigt. C'est l'Afrique du Sud qui a lancé la procédure pour génocide. Et ce sont les chiites qui se sacrifient pour Gaza. À la fin, les sunnites serrent la main des chiites. Quel désastre, quel échec ne pas avoir compris ça. C'est toi qui as écrit ça. Est-ce que, colonel, tu es d'accord avec moi que le mec là, qui t'a écrit ça là, a complètement rien compris? Les mecs, il faut bien vous imaginer le truc. C'est que les pays arabes sunnites de la région sont en guerre frontale face à l'Iran et toutes ses milices dans le coin. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais aller se taper avec les Américains ou intercepter des missiles israéliens ou faire quoi que ce soit contre Israël pour aller défendre le monde chiite. Ce sont des ennemis déclarés. Ce sont des ennemis. Au contraire, s'ils voient que le monde chiite peut se faire tabasser par les Israéliens, ils vont soutenir les Israéliens militairement, financièrement, par tous les moyens possibles pour les maintenir en bonne santé pour qu'ils leur défoncent la gueule de leurs ennemis. Ils le font déjà. Par exemple, je vais te donner un exemple simple. Il faut savoir qu'à chaque fois que Gaza a été massacré, il y a eu des attaques sur Gaza depuis des années, et bien tout de suite après, il y a les pays arabes qui financent la reconstruction. Parce que chacun son rôle. L'État sioniste construit son hégémonie et sa puissance dans la région. Se débarrasse de l'Iran, leur ennemi. Attends 2 secondes. Et instaure son hégémonie et construit des alliances. Et les alliances, demandent l'alliance avec l'hégémonie qui domine et qui, pour eux,
les États arabes considèrent que l'hégémonie qui domine, c'est les États-Unis et les sionistes. Donc, ils font une alliance très clairement et ils font des échanges avec eux. Et quand on leur demande quelque chose à faire, ils le font. C'est pour ça que quand il y a, par exemple, l'État sioniste massacre Gaza ou massacre la Cisjordanie, qu'est-ce que fait les pays arabes financent les réparations, les reconstructions. Vous voyez? C'est ça qui se passe. Parce qu'ils travaillent main dans la main pour les intérêts des uns et des autres, pour leur trône, et ils savent qui a la puissance et avec qui il ne faut pas bouger. Très clairement. Faut le comprendre. C'est pas question que les pays arabes, les mecs, ils veulent pas se prendre des coups pour l'Iran, ils veulent pas se prendre des coups pour les chiites, ils veulent pas se prendre des coups pour les milices chiites, pour le Hezbollah, pour qui que ce soit. Au contraire, ils se disent tant que ces gens-là. En plus, faut pas oublier que l'Iran et ses milices menacent d'envahir ces pays-là. Ça veut dire que vous vous imaginez que demain, il y a quelqu'un qui vous menace constamment de vous envahir, parce qu'il faut se mettre un peu à la place. Tu as des ennemis qui te menacent de t'envahir. Puis d'un coup, tu as quelqu'un qui est fort et qui a les moyens militaires de les défoncer. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que quelqu'un de normalement constitué? Il va soutenir ce personnage qui va aller défoncer la gueule de tes ennemis. Parce que aussitôt que tes ennemis seront affaiblis, ils ne pourront pas t'envahir. Par exemple, le Hezbollah n'est plus capable d'envahir l'Arabie Saoudite ou d'envoyer des soldats en Arabie Saoudite. Ça va être pareil pour les Houthis, ça va être pareil pour les milices dans le coin. C'est-à-dire que tant qu'elles sont affaiblies, elles ne pourront pas envahir les pays sunnites, vu qu'elles seront affaiblies. Le temps qu'elles se reconstituent, etc., eh ben, ça te donne de l'oxygène. Tu vois, tu respires. Aaron, ça t'offre, frérot. Aaron, ça à toi une fois. Aaron, Sacha, ça à toi 2 fois. Donne-moi le code, comme ça, si vous voyez, je le bloque. Salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Après, ça va être dur. Bonsoir à tous. Ouais, non, j'étais monté pour poster des trucs, comme il n'y avait pas la bulle, je voulais juste poster quelque chose et partir en courant, j'allais pas intervenir. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, comment dire? En fait, l'Iran n'a pas le courage et n'a pas l'intérêt à attaquer les États-Unis ou à attaquer l'État sioniste, en fait. Eux, leur objectif, c'est pas ça, en fait. Bah, de base, non, mais elle l'a fait quand même, j'ai envie de te dire. Elle n'a pas le choix. Elle n'a rien fait du tout. Non, mais 180 missiles balistiques, c'est quand même quelque chose. Même si ça n'a pas c'est du cinéma, oui. C'est du cinéma, oui. C'est-à-dire qu'en gros, ils font du bruit, ils font de la lumière, juste pour dire qu'ils ont fait quelque chose. Mais les enfants de Palestine ont fait plus de morts que les Iraniens, tu vois. Oui. Donc, faut arrêter le cinéma, quoi. Et donc, l'Iran, en fait, moi, ce que j'ai compris, hein, parce que c'est récent tout ça, c'est que l'Iran a vendu les cadres du Hezbollah, du Hezbollah Shaitan, il les a vendus. Après, je sais pas quel accord il a signé par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils lui ont promis. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui se passe, en fait, c'est que l'Iran a vendu les personnes qui sont fait assassiner, et je pense même qu'ils ont même vendu les personnes des Hamas. Et donc voilà, et que l'Iran, les États-Unis et l'État sioniste, ils sont alliés en fait contre le reste du monde et contre les musulmans. Et ça, c'est une réalité en fait. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut regarder les actes, et quand on regarde les actes, c'est exactement ce qu'on voit, quoi. Il n'y a pas plus ni moins. En tout cas, voilà. En tout cas, Aaron, tu as changé ton discours depuis peu alors. C'est-à-dire Venator, oui, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Quand tu dis que l'Arabie Saoudite est l'arme, du coup, enfin, elle soutient Israël pour l'utiliser pour se débarrasser de ses ennemis, mais du coup, attends, parce que quand Israël se débarrasse du Hezbollah, se débarrasse des Houthis, etc., elle gagne aussi en puissance. Ben justement, du coup, est-ce que du coup l'Arabie Saoudite se dit quoi? Se dit, bon, les Juifs, voilà. Qu'est-ce qu'ils se disent, justement, le roi de Jordanie a même remis en question ce problème aussi, tu vois. Ils en ont parlé aussi. Ils ont dit, bon, c'est bien beau, on utilise les Banu Israël contre nos ennemis, mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils tabassent nos ennemis, c'est vrai, ils te les tabassent, mais en même temps, ils commencent à monter aussi, à prendre du territoire, et demain, ils pourront monter en puissance. Qu'est-ce qu'ils pourront les arrêter? Tu comprends pas? Donc,
Mais, mais c'est le projet, là. Déjà, justement. regarde la Cisjordanie, regarde la Cisjordanie. Là, le projet, il faut bien voir que là, ils vont faire écrouler les gouvernements un par un pour, euh, pour faire repousser le plus les Arabes possible. Par exemple, la Cisjordanie, ils aimeraient bien que les Palestiniens de Cisjordanie, eh bien, ils aillent en Jordanie et que les Gazaouis, eh bien, ils aillent en Égypte. Et c'est vraiment ce qui est leur projet. Donc, du coup, il va y avoir des tensions avec la Ah, ben, c'est sûr, Jordanie. hein. Mais le truc, c'est que ces gouvernements, ils se tairont parce qu'ils passeront à leur intérêt. Vous voyez? Ils vont En fait, pas, ils ils vont. vont pas, ils vont pas contredire. Ils vont gesticuler, ils vont faire une pièce de théâtre, mais ils vont accepter ce que va imposer l'État sioniste. Mais Très clairement. le problème de ça, c'est quoi? C'est que euh, le roi de Jordanie, et comme tout le monde a vu d'ailleurs sur la scène internationale, le jeu d'Israël. Israël, qu'est-ce qu'il fait? En fait, elle pousse à chaque fois, on va dire le Hamas par exemple. Bon, si Jordanie maintenant a dit que voilà, il y a du Hamas aussi là-bas, Oui. du coup, ça légitime, ça justifie les bombardements. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, elle a juste à faire une chose toute simple. C'est qu'elle va, disons, bon, allez, on va dire qu'ils vont expulser les Palestiniens de Jordanie vers la Oui. Jordanie. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre deux, trois, je sais pas, deux, trois agents du Mossad qui vont faire des attaques depuis la Jordanie. Et ils vont dire, ah, il y a le Eh Hamas en ben, tu Jordanie, sais on qu'il n'a y pas a le choix. déjà des brigades chiites en Jordanie, d'ailleurs, qui sont, tu serais étonné, qui sont, je te parle pas des milices chiites en Irak, hein, qui sont à la frontière Jordanie, je te parle en Jordanie même, et les mecs, ils sont tous installés à la frontière entre l'Irak et la Jordanie, tu vois, ils sont installés en Jordanie, mais côté irakien. Et ils avaient justement intercepté des cargaisons d'armes venues du Hezbollah irakien, venues des milices chiites irakiennes et qui passaient en Jordanie. Parce qu'ils voulaient faire aussi une attaque en Jordanie. Tu vois le truc. Bah, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, regarde, si on part du Oui, principe, c'est comme ça que le monde sunnite voit les choses, et même le monde oui, chiite d'ailleurs, si on part du principe qu'Israël a sacrifié comment dire, les Israéliens, les Juifs, le 7 oui. octobre, eh ben, en fait, elle est capable de refaire le même scénario à chaque fois et de pousser Ah toujours de ben oui, plus en hein. plus loin, tu vois. Ah ben c'est pas. Mais Ouais, du coup, très est-ce que clairement, le roi attends, de je vais. Jordanie, justement, il est pas conscient de ça? Est-ce que Bachar, Ben, il n'est pas conscient Si, de ça? Est-ce que le roi eh ben, d'Arabie Saoudite, il n'est si, pas ben conscient de Bachar ça? el-Assad, justement, c'est pour ça qu'il a commencé à interdire toute représentation du Hezbollah sur son territoire, parce qu'il a compris que le mec, il pouvait se faire bombarder à tout moment par Israël, et qu'ils attendent simplement, comme ils disent, ils vont faire une offensive, comment on appelle, une guerre préventive, et le prochain qui tombe, moi, je serais persuadé que ce soit Bachar, hein. Et en plus, il faut pas oublier que là, les gouvernements arabes, eh ben, ils mettent pas tout leurs jetons dans le même sac. Là, ils essaient d'éparpiller un peu plus leurs jetons, pas avec la Chine, tu vois. C'est pour ça que ils ont demandé de rentrer dans le Mais le BRICS. problème, Parce que quand tu rentres dans le... Attends 2 secondes. Parce que quand tu rentres dans le BRICS, eh ben, finalement, tu mets tes pièces un peu partout. Ça va déranger les Américains, mais ce qui va se passer, déjà, il y a un hadith qui parle de ça, il y a un hadith de la fin des temps qui dit, avant l'arrivée du Mehdi, eh ben, il y aura le Cham qui sera sous blocus et l'Égypte qui sera sur blocus. Et c'est ce qui va se passer. Très clairement, l'État sioniste va pousser ses frontières et ça va faire une situation qui va y avoir des tensions avec l'Égypte, la Jordanie et la Syrie et qui va créer des embargos, tu vois. Parce que qui c'est qui va faire des embargos? Qui a la possibilité de faire des embargos? Ceux qui ont l'hégémonie. Et ceux qui ont l'hégémonie, c'est les Occidentaux avec l'État sioniste. Donc cet embargo qui va apparaître, il n'y a qu'une raison qui fera qu'il va apparaître, c'est le fait des tensions par rapport à l'État sioniste qui va vouloir écarter ses frontières, grandir ses frontières et se débarrasser des Palestiniens et des Arabes de la région, tu vois. Mais Il va du pousser coup, ces trucs. funambule. Mais du coup, est-ce que c'est pas dans l'intérêt des gouvernements ouais. arabes, en fait, d'en finir une bonne fois pour toutes avec Israël, tu vois? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en fait, s'ils ont compris qu'Israël détient justement cette carte joker infaillible, qui est ah, ils nous ont attaqué, on est obligé Bah, de tuer tout le monde. Eh ben, en fait, ils peuvent la jouer à bah chaque oui. fois, tu vois. Comme ils ont fait dans la bande de Gaza, comme ils ont fait au Liban, eh ben, ils vont faire la même chose
en Syrie, ils vont faire la même chose en Jordanie, ils vont faire la même chose en Arabie Saoudite. En fait, le problème, ils sont comme des lapins dans un phare parce qu'ils sont faibles. Ils sont faibles et en fait, ils regardent partout qui c'est qui peut les soutenir, mais ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas la capacité de combattre l'État sioniste parce qu'ils pensent en priorité à leur intérêt personnel, à leur pouvoir personnel. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont comme des lapins dans un phare et ils acceptent. En fait, ils vivent le jour le jour, tu comprends? Non, mais ils vivent le jour le jour. Mais regarde, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, juste comme ça, je te pose la question directe. Je vais aller encore plus loin, histoire qu'on comprenne. Là, j'extrapole. Est-ce qu'Israël n'est pas capable aujourd'hui de justifier des bombardements au Qatar justement en faisant un petit scénario où il y aurait 2-3 Arabes avec des barbes au Qatar qui auraient envoyé des roquettes sur Tel Aviv et qui justifieraient ça comme ça? Non. Par rapport attends, je vais te dire le scénario qui peut arriver au Qatar. Le scénario du Qatar, parce que le Qatar, il faut savoir qu'il y a des bases américaines. Il y a les plus grandes bases américaines au Qatar. Déjà, le Qatar est sous la protection des États-Unis. Et ils ont été malins. Le Qatar, ils ont été très intelligents. Ils ont mis leurs billes, leurs jetons dans plusieurs sacs. Ils ont été malins. Par contre, ce qui pourrait enclencher des problèmes avec le Qatar, c'est que l'Iran décide d'envahir le Qatar. Tu vois? Là, la situation pourrait évoluer. Ils ont déjà menacé, le fait que l'Iran envahisse, l'Iran envahisse le Qatar, parce que les premiers qui seront tapés, si l'Iran décide de taper, les premiers qui seront tapés, c'est l'Iran et Dubaï les Arabes, les Émirats unis. Et après l'Arabie. Mais là, les premiers qui seront touchés, c'est stratégique. Le Qatar, c'est stratégique. Parce qu'il y a les bases américaines, c'est là où il y a les plus grandes bases américaines, après la Turquie. Et donc, du coup, le Qatar est sous la protection. Donc, l'État sioniste ne tapera pas le Qatar. Par contre, la Jordanie, le Bachar al-Assad et l'Égypte, c'est tout à fait possible. En plus de ça, en Jordanie, comme je vous ai dit, il y a des milices chiites là-bas, en Jordanie. Il y a des milices chiites, clairement, qui y sont. Pourquoi pas lancer des hostilités en Jordanie, par exemple, à soulever la population. Ah, vous voyez, on va aller combattre Israël, machin, truc. Israël, prétexte, bam, on tape en Jordanie maintenant. Ah, vous n'arrivez plus à assurer la sécurité, Israël est menacé, on intervient. Oui, parce que ces pays sont faibles, sont très faibles. Mais avec du fait qu'ils soient faibles, comme je t'ai dit, ils sont comme des lapins dans un phare. L'État sioniste peut faire ce qu'il veut, ils seront obligés de l'accepter. Mais eux, ce qui les intéresse, le plus important, c'est leur richesse, leur pouvoir. Et s'il faut sacrifier le pays, ils le feront. Mais du coup, c'est pour ça que je pose la question. C'est ça le sens de la question. C'est que si justement l'État sioniste, il a cette carte du Israël est attaqué et menacé, du coup, ça justifie le bombardement. Mais du coup, puisqu'on sait très bien qu'Israël a un objectif idéologique, c'est de reprendre ses frontières, le Grand Israël. Est-ce que c'est pas dans l'intérêt justement des gouvernements arabes là d'en finir une bonne fois pour toutes avant qu'Israël vienne les chercher en fait? Parce qu'ils vont venir les chercher. Ils peuvent pas en fait, parce que si demain ils se tapent contre les Israélites, ils auront l'Iran sur le dos. Et ils auront même l'Iran et les États-Unis sur le dos. Et les États-Unis... Non mais c'est surtout... Attends 2 secondes. C'est surtout qu'il y a une historicité des gouvernements qui chutent. Il y a une histoire. Quand tu vois les gouvernements qui chutent et qui se font tuer par le peuple ou par un ennemi, ou ils sont envoyés à l'étranger et finissent pendus ou un truc comme ça, ils savent ce qui les attend. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ils seront en soumission jusqu'au bout. Ils seront en soumission jusqu'au bout et en même temps, ils s'en mettent plein les poches. Parce qu'ils pensent qu'à leur intérêt mondain. Donc ils bougeront pas. Par contre, l'État sioniste, lui, il peut décider quand il veut de s'en débarrasser ou de pousser plus loin les problèmes qui veulent se débarrasser. Et ça, ils sont au courant et ils feront rien parce que c'est pas dans leur intérêt pour l'instant. Ils ne pourront rien faire. Eux, qu'est-ce qu'ils feront? S'il se passe un truc comme ça, ils vont se plaindre aux États-Unis. Mais comme ils savent très bien que les États-Unis laissent tout faire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont accepter, ils vont subir. Et s'il faut fuir, ils fuiront. Ils laisseront leur pays. Ils s'en mettront et ils partiront s'installer ailleurs. Mais le problème, c'est que là, c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que
vous dites la priorité des pays arabes, c'est. Ben, regarde le printemps arabe. Regarde le printemps arabe, c'était un regarde, très bon exemple. regarde, là, vous dites en fait la priorité des gouvernements, des chefs dans les États arabes, c'est de rester au pouvoir. Ça, c'est leur première priorité. on On est est d'accord. Ok. Mais en fait, en ne faisant rien, Israël va venir les chercher. Et du coup, en fait, puisque justement ils savent que c'est le scénario qui les attend, est-ce que le mieux, c'est pas, ils peuvent pas. Ok, bah du coup, alors on est d'accord que dans tous les cas, en fait, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent en vérité, parce qu'ils ont pas les capacités, et les seules capacités qu'ils pourraient avoir, c'est par exemple fournir des armements à la population, qu'ils aillent se battre. Mais sinon, ils le font pas. Ils le feront pas. Et on a vu ce qui s'est passé au printemps arabe. Quand ils ont décidé de faire tomber un gouvernement, ils le font tomber. Ok, et ils le mais savent donc très très bien. clairement, concrètement, histoire de parler français, le monde arabe est condamné. Les États, dans les États oui, je te parle des États de la décolonisation, oui, ils sont condamnés. Oui, c'est non, mais géopolitique, il faut comprendre quelque chose. Nous, on suit le Coran et la Sunna. On voit les choses sur le prisme de l'islam. Il faut savoir que là, on est dans le cycle de la préparation de l'arrivée du Dajjal. Ça veut dire que tout ce qu'on voit là, c'est tout à fait normal. Le mal doit dominer. Et l'apogée de ce mal qui va dominer, c'est la sortie du Dajjal. Donc à partir de là, tout ce que tu vois, les souffrances, la division des musulmans, les massacres autour de toi, et bien ça, c'est la préparation à la sortie du Dajjal. Même le hadith, il dit, la sortie de Dajjal va se faire dans des atroces souffrances comme une femme qui accouche. Donc ça veut dire que le mal doit dominer, qu'il y a plein de souffrances, que les musulmans souffrent partout, qu'il y a une guerre, sans arrêt la guerre, et ça va s'empirer. D'ailleurs, les textes surtout la famine. Hein. D'ailleurs, les textes sont très clairs, ça va s'empirer de pire en pire. Et là, ce qu'on voit, c'est horrible, c'est monstrueux, mais ça va être de pire en pire, jusqu'à l'apogée du cycle du mal qui doit dominer, et la sortie du Dajjal. Et en même temps, à la fois, Allah est le plus grand des stratèges, il y aura la sortie du Mehdi. Mais ça, c'est une minorité qui va apparaître d'un coup et qui va créer un autre un chamboulement. Tu vois une domination de ce monde-là à la Chine super poussée, crédit social avec les caméras qui surveillent tout le monde, t'es bloqué, peu importe, tu peux pas sortir, tout est contrôlé. Non, mais ça, c'est un facteur. Ça, c'est un élément de l'hégémonie du Dajjal. Ça, c'est un élément. Et ça se passe pas partout. Mais moi, je te dis par rapport au Moyen-Orient, ce qui se passe, ce qu'on voit, l'hégémonie de l'État sioniste et la bataille avec les Perses, c'est deux mâles qui se combattent. Parce qu'on est dans le cycle de l'apogée de la puissance du mal. Et là, au bout d'un moment, comme chaque cycle, comme à chaque époque de l'humanité, il y a des cycles. Il y a l'apogée du mal qui arrive à son apogée, et après, tout de suite après, Allah envoie un messager, un prophète, un bienfaiteur qui ramène un nouveau cycle de bien. Et là, pour l'instant, là, on est au cycle du mal qui domine. Là, on est dans un cycle où le mal domine. Et l'apogée, c'est l'arrivée du Dajjal. Et en même temps, tout de suite après, ou en même temps, même juste avant, il y a le Mehdi qui doit arriver. Et là, ce sera le cycle du bien qui va venir remplacer le cycle du mal. Mais pour parler de manière géopolitique, et pour répondre à Géopo, oui, ces États-nations vont tomber. C'est une certitude. C'est juste une question de temps. C'est un peu comme le Titanic, tu vois. Quand il pose la question à M. Andrew, combien de temps il reste avant que le Titanic coule? Il lui dit 2, 3, 4 heures maximum. Tu vois, c'est exactement la même chose. Et tu pourras rien faire en vérité. Ces États-nations issus de la décolonisation, les accords de Sykes-Picot qui ont façonné le Moyen-Orient, sont terminés. Elles sont finies.